Mais je pense que vous avez toutes et tous vu un peu ce qui se passe en ce moment, quoi. Il y a vraiment eu un tournant historique, je pense on peut dire comme ça, dans la situation internationale, avec notamment la situation de Trump et la guerre en Ukraine. Je vais pas vous mentir, mon intro va beaucoup discuter de cette question-là. Notamment du fait que Trump vient d'annoncer qu'il voulait en finir justement avec la guerre en Ukraine, hein, qu'il voulait justement, comme il dit, la paix en Ukraine, mais surtout qu'il est en train de discuter d'un deal avec Poutine et qu'il est en train de faire des choix de en finir même avec la garantie de sécurité que les États-Unis, l'impérialisme des États-Unis est en train de donner sur l'Europe en mode, c'est une des premières fois, je pense, que depuis la Seconde Guerre mondiale, que les États-Unis sont en train de réfléchir de sortir de garantir en gros la sécurité sur l'Union européenne. Et du coup, cette situation-là, cette position des États-Unis, elle est en train d'ouvrir une crise justement dans les relations transatlantiques, qui est en train de replacer la question de la guerre vraiment au premier plan de la scène. Je ne sais pas si vous avez vu là, mais ces derniers jours à la télé, on parle plus que de ça, on parle plus que de la guerre qui est aux portes de l'Europe, on ne parle plus que de la question de la remilitarisation, où ça va, tous les jours, on a une nouvelle intervention, et d'ailleurs même Macron va parler là à 20h sur la discussion de remilitariser le pays, et voilà, on l'a vu au niveau de l'Union européenne, c'est la même chose. Donc on a vu qu'il y a vraiment un changement de politique entre Trump et Biden, où on avait Biden qui avait décidé de mener une guerre pour essayer d'affaiblir la Russie à travers l'Ukraine, où il y avait vraiment toute cette tentative d'essayer d'affaiblir le régime de Poutine sans aller non plus trop loin, en essayant de faire tomber Poutine, etc. Mais il y avait vraiment cette envie du côté de l'administration Trump de faire ça, et on voit que, à force, que cette guerre elle a lieu, etc., etc., et au fait que Trump est mis au pouvoir, il y a eu un changement de doctrine auprès des États-Unis, où l'impérialisme américain a décidé de changer de braquet, quoi, et de partir sur plutôt comment on appelle ça, de partir plutôt sur un changement de braquet et d'essayer de finir avec cette guerre et de tenter une autre stratégie qui vise même plus à, parce qu'on a vu que cette guerre, l'effet qu'elle a pu avoir entre la Russie et l'Ukraine, elle a aussi resserré des liens entre la Russie et la Chine, qui n'a pas toujours été le cas au travers de l'histoire. Et on voit que Trump, lui, ce qu'il essaye de faire en dealant avec Poutine directement et en essayant d'en finir avec la guerre en Ukraine, c'est aussi de desserrer un peu les liens qu'ont créé la Russie et la Chine en ce moment. Et tout ça, c'est aussi le facteur parce que Trump est en train de changer aussi les priorités de l'impérialisme américain en discutant de se dire, maintenant le vieux continent, l'Europe, c'est plus la priorité des États-Unis, qu'aujourd'hui la priorité des États-Unis, il y a d'un côté tout le truc impérialiste avec, vous avez vu, Trump parle avec le Groenland, qui veut envahir le Groenland, qui veut que le Canada ça devienne le 51e État des États-Unis, ou encore qui veut renommer le Golfe des Amériques, et notamment toute l'histoire avec le Panama, etc., etc. Mais au-delà de ça, surtout, il est en train de repenser toute sa stratégie autour ce qu'on nous on appelle l'Indo-Pacifisme. Nous non, ça s'appelle l'Indo-Pacifisme, mais notamment avec toute sa guerre économique avec la Chine. Et c'est ça qu'aujourd'hui est en train d'opérer Trump dans tout son changement, et toutes ces conséquences, elles ont tous ces changements, ils ont un renforcement vraiment. On voit qu'il y a un renforcement avec l'escalade militariste, et notamment en Europe. C'est-à-dire que depuis on a vu la scène là de Zelensky et Trump, qui est quand même une scène assez historique, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, où il y a deux présidents qui sont en train de s'embrouiller littéralement à la Maison Blanche en interview, quoi. Bon, je me doute que ça peut arriver, voilà, mais pas en tout cas filmé comme ça en direct, où les deux gars ils sont en train de s'embrouiller et où ça part en vrille, où ça va même jusqu'à insulter le mec parce qu'il a pas de comment ça s'appelle là, de costard et tout. Bref, je pense que vous avez tous vu cette scène, elle était assez choquante, et on a fait que d'en parler là ces derniers temps. Mais on a vu que depuis qu'il y a eu cette scène, il y a eu tout un discours après avec l'Europe qui disait, si maintenant les États-Unis décident d'arrêter de soutenir militairement l'Ukraine, etc., il va falloir que l'Europe fasse quelque chose. Et on a vu que tout de suite l'Europe, ils se sont rencontrés, ils ont, comme tous les pays européens, les pays impérialistes américains, européens, ils se sont rencontrés, ils ont commencé à discuter. Et discuter de quoi? De la remilitarisation de l'Europe, où on voit, là c'est sorti, von der Leyen, si je dis bien son nom, elle parlait de un plan de remilitarisation de plus de 800 milliards d'euros au truc européen. On a vu que ça parle d'augmenter la part militaire à 3% du PIB, alors qu'aujourd'hui il est à 2%, etc. Mais voilà, c'est des trucs qui sont en train de parler. Macron, lui, est en train de parler même de 3,5 au niveau de la France, etc. L'Allemagne, elle, parle carrément pour elle de faire un plan à plus de 900 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ferait de l'Allemagne
quand même le pays le plus militarisé d'Europe. La dernière fois que l'Allemagne était le pays le plus militarisé d'Europe, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça a quand même donné des choses assez graves et conséquentes. Et toutes ces dépenses et toutes ces idées là de remilitarisation, ils vont avoir un impact direct sur nous, quoi. Parce que vous doutez bien que si on commence à aller rajouter des 100, 200, 300 milliards dans le budget de l'armée, c'est des milliards qui ne seront plus dans tous les autres budgets, que ce soit l'éducation, la santé. C'est tout ça aujourd'hui qui va être amputé. On l'a déjà vu que ça a commencé à être amputé sur ces questions-là, mais là, quand on voit qu'il y a un accroissement de ces budgets-là, on sait que ceux qui vont devoir payer ce budget-là, ben, c'est nous, les travailleurs et les travailleurs. C'est nous, en vrai, la population, qui vont payer ça. Et voilà, et surtout, il y a un truc qui est quand même assez important, c'est qu'à chaque fois que l'Europe a fait un projet militaire de cette ampleur, à chaque fois que l'Europe a décidé de se réarmer, etc., derrière, on a eu des guerres. C'est dans l'histoire, c'est à chaque fois que l'Europe a commencé à faire ça, derrière, on a eu des guerres dans le monde, quoi. Et en même temps, tout ça, ça fait que Macron, il redevient au devant de la scène. Je pense que vous avez vu là ces derniers temps, on l'entendait plus trop ces derniers temps. Et là, depuis qu'il y a cette discussion, Macron, il revient au devant de la scène, que ce soit au niveau français, mais même au niveau européen, où il commence à revenir et à discuter, à essayer de devenir un acteur un peu majeur dans la situation. Tout ça alors qu'on traversait une crise politique où il y a quelques mois de ça quand même, le gouvernement Barnier, il y avait eu la dissolution, il y a eu le gouvernement Barnier était tombé. Là, il y avait le gouvernement Bayrou qui tenait grâce juste au PS et au Rassemblement National qui n'avait pas voulu voter la motion de censure. On est quand même en train de traverser une crise politique en France qui est pas anodin, ou même Bayrou, encore il y a quelques semaines, on faisait que de parler du fait qu'il était dans un scandale d'avoir couvert des viols dans Betaram, etc. Donc ça montre aussi la situation qu'il y a en France et la crise qu'on est en train de traverser, avec tout le budget d'ailleurs qu'ils avaient voté, où ils commençaient déjà à augmenter le budget militaire à ce moment-là, où ils commençaient déjà à avoir des attaques sur la santé, sur l'éducation. On parlait notamment de ce budget que le PS d'ailleurs n'a pas voulu censurer, etc. Et surtout là, dans la période maintenant, avec tous ces discours de remilitarisation, ce qu'on voit, c'est le retour à l'union sacrée. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas la référence de l'union sacrée c'est quoi? C'était justement avant 1914 où tous les organisations ouvrières, toutes les organisations dites de gauche, etc. Ils ont fait l'union sacrée derrière leur propre pays impérialiste, etc. Et ont été d'accord d'aller mener la guerre contre les autres pays. Et c'est clairement aujourd'hui ce qu'on est en train de revivre. Je ne sais pas si vous avez vu les positions, notamment du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, c'est de dire que oui, il faut une remilitarisation de l'Europe, et ils sont en train de suivre complètement le plan que Macron est en train de proposer. C'est quand même quelque chose dans la situation qui vient de changer, qui est quand même extrêmement grave. On voit que le RN, eux, sont un peu plus sur une position française, et d'ailleurs la France Insoumise aussi, qui sont plus ils sont sur la question du réarmement, mais eux moins au niveau de l'Europe, plus sur la question du réarmement française. Eux, ils disent il faut sur le non-alignement, je crois que c'est comme ça qu'ils disent, etc. Mais c'est une remilitarisation juste à la sauce seulement française. Et pendant ce temps-là, on voit notamment les organisations du mouvement ouvrier, et je pense les plus grosses, qui sont les organisations syndicales et notamment la CGT. Moi, je suis militant à la CGT. Pendant ce temps-là, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de discuter avec le gouvernement. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi un peu cette affaire du conclave qui était le moment où les organisations syndicales avec Bayrou, où Bayrou disait pour garantir un peu la stabilité du système, on va essayer d'aller discuter de la question des réformes de retraite, etc. Et les organisations syndicales se sont engouffrées dans la brèche en allant discuter avec le gouvernement et le patronat, alors qu'il y avait complètement rien à négocier. Et tout ça, ça permet aussi de garantir une stabilité du gouvernement, alors que je disais Bayrou est en crise, encore en crise d'ailleurs, etc. Mais voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, sur la situation, que ce soit là des directions syndicales qui sont en train d'aller négocier, etc., et de garantir ça. En même temps, Sophie Binet, ces derniers temps, elle tient même un discours extrêmement chauvin. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les dernières déclarations, c'est de soutenir pas le patronat français, mais c'est quasiment ça. C'est voilà de soutenir l'industrie française pour soutenir la démocratie française, etc. Il y a vraiment tout ce discours qui est en train d'être fait et tout. Et c'est une extrême gravité parce que dans la période, je ne sais pas si vous voyez un peu les sondages, etc., mais toute la discussion est en train de se dire, est-ce qu'il va falloir aller envoyer des troupes en Ukraine? Est-ce qu'il va falloir soutenir l'effort de guerre, etc. Il y a vraiment toute cette discussion. Il y a des sondages en plus qui sont même un peu favorables. Et nous, avec Révolution Permanente, justement, la discussion qu'on veut poser et discuter, c'est beaucoup la question de comment on va être capable aussi de mener une campagne qui risque peut-être d'être légèrement à contre-courant, mais en tout cas qui est une campagne qui soit
clairement anti-guerre et anti-militariste. Moi, je pense que c'est dans la période, c'est une campagne qui doit être centrale et qui doit être menée. C'est comment nous aussi, on est capable de poser une discussion qui soit clairement, voilà, une position clairement contre la guerre, contre justement le retour au militarisme et tout, parce qu'il faut se dire qu'aujourd'hui, si on vient à une économie de guerre comme le gouvernement, etc., sont en train de proposer, ce qu'il faut vous dire, c'est que derrière, quand on met en place une économie de guerre, c'est tous nos droits qui vont être attaqués derrière. Ça veut dire que, je vous disais avant, quand on va commencer à demander des milliards pour les militaires, c'est le budget, vous l'avez déjà vu là en ce moment, les budgets de la culture par exemple sont attaqués, mais derrière ça va être ton budget de la santé. Dans une économie de guerre, t'as plus le même budget pour pouvoir aller te soigner, pour pouvoir aller à l'école, etc. T'as tout qui est remis dans la question de l'arme et de la question de la militarisation, et on voit même les choses que ça peut être, avoir des actes concrets directement. On le voit à la fac, les camarades du Point Levé, ils ont mené une campagne en ce moment à la fac de Metz où on voit qu'il y a un retour, où clairement l'armée elle vient sur la fac maintenant et ils font des formations pour former à des formations de sécurité, c'est comme ça qu'ils appelaient sur la fac de Metz, etc. Mais ça c'est les premiers pas qu'on voit arriver et c'est les premiers pas d'une longue série qui est en train d'arriver. Avec Révolution Permanente, peut-être vous avez vu aussi, si vous avez suivi un peu les réseaux et tout, on est en train de mener une campagne sur la question aussi de la 5e République et d'un programme démocratique radical qui est une des choses qu'on pense qui est important de défendre, parce que aussi si aujourd'hui le gouvernement il peut passer en force toutes ces questions-là, toute cette question, on voit une montée de l'autoritarisme, de la politique raciste même et tout du gouvernement, etc., etc. On le voit que si on peut aussi le mettre en place, c'est parce qu'on a une 5e République qui est profondément autoritaire, réactionnaire, et d'ailleurs une 5e République qui s'est montée sur des coups d'État et qui a été prévue aussi pour répondre à des questions de militarisation, etc. Donc nous, on pense aussi à travers ça, et on a mis en place justement une campagne sur la question du programme démocratique radical, parce qu'on pense que justement dans la période actuelle il faut qu'on discute des questions démocratiques et surtout il faut qu'on discute de comment on peut en finir avec cette 5e République qui est profondément autoritaire, une 5e République qui permet de passer des lois en 49.3, qui permet de pouvoir réprimer à un niveau assez important. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a quand même maintenant des quoi hein? Ouais. Mais on voit surtout même que, par exemple, la répression qu'il peut y avoir. Moi, je pense notamment, là, dernièrement, il y a le collectif Palestine Vaincra qui s'est fait dissoudre parce qu'ils ont pris des positions. C'est même pas parce qu'ils ont pris des positions pour la Palestine. C'est parce que il y a eu des commentaires sur leur page, sur leurs réseaux sociaux, et c'est ça qui ont permis de pouvoir dissoudre quand même un collectif qui soutenait la Palestine. On voit même nous de notre organisation, on a notre dirigeant, notre figure politique Anas Kazib qui va passer au tribunal en juin parce qu'il a soutenu la Palestine et le droit en vrai aux Palestiniens en vrai de se défendre face à un génocide, et à cause de ça il est envoyé pour apologie au terrorisme devant un tribunal, quoi. Donc ça montre aussi le saut autoritaire qu'on est en train de traverser en France, hein, et toute la politique derrière raciste. Je pense que vous avez vu avec Rotaillot qui est en train d'essayer de mettre des politiques pour virer de plus en plus. Là on l'a vu notamment avec les Algériens, etc. Là qu'ils essayent de virer, etc. de France et tout. Mais c'est toute cette politique qui est aussi mise en place et qu'il faut qu'on discute pour voir comment on peut aussi batailler face à ça. Et dans la période où justement, je disais qu'il y avait un retour à la guerre, etc. Nous, on pense que, au contraire des positions qu'on a pu nous proposer en ce moment, de dire il faut réarmer la France, il faut être sur une position peut-être de non-alignement, etc., comme la France Insoumise elle a pu proposer. Nous, on pense qu'au contraire, une des propositions concrètes qu'il faut voir, c'est comment justement on puisse discuter de la question internationale. Révolution Permanente, on est une organisation, en vrai, d'une organisation qui, elle, est internationale, qui s'appelle la Fraction Trotskiste pour la 4e internationale. On est la section française, en vrai, de cette organisation, parce qu'on pense que nous, justement, on a tout intérêt que les travailleurs et les travailleurs, on a en vrai des intérêts communs, et que nous, on n'est pas là justement pour aller se faire la guerre avec les autres travailleurs d'autres pays, etc., etc. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que nous, en mai, en mai, on va proposer un meeting à Paris qui aura lieu le 24 mai, où justement la question sera un meeting internationaliste et surtout, vu la période, un meeting anti-guerre, qu'on vous invite à venir nombreux et nombreuses. D'ailleurs, il y aura un bus qui sera au départ de Metz, mais aussi de Strasbourg, si je ne me trompe pas. Et nous, c'est dans ce sens-là, en vrai, qu'on veut intervenir et qu'on veut débattre, quoi. C'est vraiment sur la question internationaliste anti-guerre.